Thank you so much, Prince Albert. I have the great pleasure next to introduce another formidable leader. This is the Premier of Quebec, who is standing stage left. I want to just say one word, if you'll bear with me, sir. On behalf of President Grimson and the Arctic Circle, we are particularly delighted that Quebec is now a full partner in the Arctic Circle, in the sense that, as President Grimson mentioned, the forums, fori, I'm still not sure what the correct plural is of forum, the forums of the Arctic Circle, which are going to begin taking place with increasing rapidity in other locations around the world. We now have one planned to take place in Quebec in March of this year. These, of course, will be open, as are everything we do, and you all who have any interest in the issues of Eastern and Northern Canada and their view of the Arctic should please keep that in mind. And now, sir, if you don't mind my poorly accented French, a word of welcome in your language. Monsieur le Premier Ministre, j'ai le grand honneur de vous présenter au Cercle d'Arctique. Et en tant que je suis moi-même résident de l'État de l'Alaska aux États-Unis, je reconnais le désir de Québec de forger sa propre politique en matière de l'Arctique. And for any of you who don't understand French, I said, as an Alaska resident of the United States, we and Quebec have a great deal in common in that we think we have special relations with the Arctic that our nations do not representatively share with the same intensity. Now it's yours to speak. Très bien, monsieur. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Good morning. Monsieur le Président Grimson, I'd like first to extend my thanks and admiration to you, and also to thank you for making sure that cultural diversity will not only be seen here today, but heard as well. So you may have guessed for these words that you may as well now put your earphones on for the rest of the presentation. Votre Altesse Sérénissime, Monsieur Hoybratton, Mesdames et Messieurs, chers membres de la délégation du Québec qui sont avec nous, chers partenaires de l'Arctic Circle, Mesdames, Messieurs, voilà déjà la 3e édition de ce forum, un forum qui est devenu une rencontre internationale de premier plan, un endroit où les gouvernements, les gens des institutions d'enseignement, les hommes de sciences, les femmes de sciences peuvent se rencontrer avec les entreprises pour discuter en toute liberté et de façon démocratique des enjeux liés à l'Arctique. Les défis sont nombreux, ce qui explique la raison et le bien fondé de cet événement. Les changements climatiques, on le sait, ont un effet direct dans le Nord. La gestion du risque en devient d'autant plus complexe et les modes de vie changent à une vitesse accélérée. Il y a des risques, oui, mais également des occasions, des opportunités à saisir. La preuve de l'importance des régions nordiques et arctiques se trouve dans cette salle, avec plus de 50 pays représentés, plus de 1900 personnes assemblées dans ce symposium. L'intérêt est clair de tous les horizons et continents, dont ceux qui n'ont aucun lien physique direct avec le Nord, mais qui ressentent les effets potentiels des changements qui ont lieu actuellement dans l'Arctique, dans leur vie, particulièrement les pays d'Asie ou les pays insulaires qui voient déjà l'augmentation des niveaux d'eau. À l'approche de la 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, nos discussions prennent toute leur importance parce que la science a établi un constat limpide. Si nous ne prenons pas rapidement des mesures pour contenir le réchauffement planétaire à un maximum de 2 degrés Celsius au-dessus du niveau pré-industriel, les conséquences seront néfastes pour toute la planète. Au Québec, notamment, la fonte du pergélisol pose des risques pour la stabilité, la sécurité des bâtiments, des infrastructures et donc des gens. Il faut tous contribuer à l'effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le Québec en a fait une priorité depuis plusieurs années et mon gouvernement a posé de nombreux gestes pour réaliser nos objectifs. Le gouvernement est en consultation publique sur notre prochaine cible de réduction des gaz à effet de serre qui vise en 2030 une réduction des émissions de 37,5 % sous le niveau de 1990. Et pour 2020, nous visons une réduction semblable de 20 %, toujours sous le niveau de 1990. Ce sont des cibles ambitieuses dans le contexte où 99 % de l'électricité produite au Québec provient déjà de sources d'énergie renouvelable, en grande partie d'hydroélectricité
car le Québec est le 4e producteur mondial d'hydroélectricité. Nous sommes également signataires de mémoire et de l'entente Under 2 MOU, qui vise pour 2050 une réduction de 85 % de ses émissions, ou 2 tonnes par habitant par année. Pour vous montrer l'importance du progrès à accomplir, le Québec a le plus bas niveau d'émissions par habitant au Canada, qui est de 9,6 tonnes par habitant par année. Donc, on peut dire que les gains les plus faciles ont été réalisés déjà, et les gains les plus difficiles, bien sûr, sont devant nous au cours des prochaines années. La pierre angulaire de notre stratégie repose, comme beaucoup d'autres, sur une fixation d'un prix au carbone, mais particulièrement sur un système de plafonnement et d'échange de droits d'émission, un marché du carbone. Ce marché de carbone joint le Québec et la Californie, bientôt l'Ontario, notre voisin canadien. Le gouverneur de l'État de New York, M. Cuomo, vient d'indiquer une volonté et un intérêt très fort à se joindre éventuellement à ce marché. J'arrive du Mexique où j'ai signé avec le gouvernement fédéral mexicain, de même qu'avec le district fédéral de Mexico, une entente sur le marché du carbone. Et il faut savoir, et c'est l'intérêt, je crois, le plus important pour les gouvernements dans cette salle qui ont des responsabilités d'infrastructure et de services publics à assurer, que les revenus de ce fonds vert, de ce marché du carbone, sont entièrement réinvestis dans un fonds exclusivement dédié à la mitigation des impacts du changement climatique et à la prise d'initiatives pour le juguler. Nous estimons effectivement que plus de 3 milliards de dollars canadiens seront réunis dans ce fonds d'ici 2020. On le voit, il y a un intérêt pour ce type de mécanisme au niveau mondial. La Chine, bientôt, se dotera d'un système de marché du carbone national. L'Europe en a eu un depuis déjà quelques années. Et d'autres ont choisi la voie de la taxe sur le carbone. Donc, on peut dire que la fixation et la mise en place d'un signal très clair de prix du carbone fait partie des instruments les plus efficaces sur la planète aujourd'hui. L'électrification des transports est un outil supplémentaire qui nous permettra d'atteindre nos cibles ambitieuses de réduction des émissions, car, comme beaucoup d'autres, 45 % de nos émissions proviennent du secteur des transports. Nous désirons être parmi les leaders mondiaux du transport électrique, ce qui également apporte une opportunité économique. Une autre preuve, s'il fallait en donner une, que la lutte au changement climatique n'est pas contradictoire, loin de là, mais plutôt synergique avec le développement économique et la création d'emplois. Nous visons la présence de 100 000 véhicules électriques ou hybrides rechargeables sur nos routes en 2020, mais également d'autobus électriques, d'autobus scolaires électriques et de trains également propulsés par cette énergie. Notre stratégie gouvernementale d'adaptation au changement climatique, pour sa part, guide nos interventions sur le plan de la santé des individus et des communautés, de la prospérité, de la pérennité, de la sécurité des bâtiments et des infrastructures, ainsi que de la conservation de la biodiversité et des écosystèmes. Et je veux rendre hommage particulièrement à son Altesse Sérénissime pour sa fondation et la collaboration qu'elle a apportée à notre gouvernement sur cet aspect de la biodiversité dans le Nord. Oui, le plan Nord est notre axe de développement arctique ou nordique le plus important. Il s'agit d'un plan intégré de développement durable, social, économique et environnemental, donc les 3 axes du développement durable, qui visent le développement des communautés, de la main-d'œuvre, l'éducation, la santé, le logement et la culture, bien sûr le secteur minier, mais forestier, énergétique, faunique, touristique et encore une fois la protection de la biodiversité. Il s'agit de mettre en place ce plan de développement intégré sur 1,2 million de kilomètres carrés, 72 % du territoire du Québec, 11 fois celui de l'Islande ou 28 fois celui du Danemark. Au Québec, le reste du Canada également, en Alaska ou dans les pays scandinaves et en Russie, il existe des cultures et des identités nordiques qu'il faut soutenir. Notre approche est fondée sur l'acceptabilité sociale et un partenariat réel et effectif qui fait en sorte que les communautés nordiques, elles également et elles surtout, obtiennent des bénéfices tangibles du développement. Nous voulons donc inclure les communautés dans le développement économique, protéger l'environnement, préserver et développer la culture et l'identité des peuples autochtones, car bien sûr, nous connaissons les conséquences des changements climatiques dans le Nord. D'ici 2050, aussi dire demain, les températures hivernales du nord du Québec pourraient connaître des hausses entre 2,8 et 5,8 degrés Celsius. Le changement climatique y est déjà une réalité. Les effets sur le pergélisol ont des conséquences sur l'environnement naturel et bâti. Les risques pour la santé, la sécurité et le bien-être des collectivités sont maintenant connus et peuvent être observés. Depuis notre présence ici l'an dernier, nous avons lancé officiellement ce plan Nord et avons déterminé 3 orientations stratégiques pour son déploiement. D'abord, la mise en valeur du potentiel économique diversifié, le développement et le mieux-être des communautés, de même que la protection de l'environnement et de sa biodiversité.
Le plan Nord s'inscrit sur un horizon à long terme jusqu'en 2035. Il a pour objectif le développement durable du territoire nordique et j'irais probablement jusqu'à dire qu'il s'agit d'un des projets de développement durable les plus intéressants sur la planète actuellement. D'où la nécessité d'une collaboration avec d'autres gouvernements, avec les institutions scientifiques et avec des fondations comme celle du Prince Albert. Le secteur privé et le gouvernement vont bien sûr investir ensemble dans les infrastructures routières, aéroportuaires, maritimes et ferroviaires afin de faciliter l'accès au territoire. Protéger l'environnement, c'est également préserver la biodiversité distinctive du Nord québécois. Comment? Nous allons consacrer d'ici 2035 50% de cet immense territoire à des fins autres qu'industrielles, à la protection de l'environnement et à la sauvegarde de la biodiversité. J'ajoute que notre récente stratégie maritime, qui est complémentaire au plan Nord à plusieurs égards, mise sur les avantages substantiels, tant environnementaux qu'économiques, du transport maritime. La recherche et les activités académiques, bien sûr, sont des activités qui sont des reflets de la réalité de ce rassemblement de l'Arctic Circle. Il s'agit d'acquérir les connaissances sur cet immense territoire et surtout partager ces connaissances. Et je veux souligner dans la salle la présence de représentants du Québec. En appui à la création d'un réseau de grandes institutions québécoises, le nouvel Institut nordique du Québec rassemblera des équipes des sciences sociales, naturelles, de la santé et du génie. L'Institut fournira au gouvernement, aux communautés et au secteur privé les connaissances et le savoir-faire nécessaires au développement durable du Nord. Il sera en appui aux communautés autochtones. Il formera la relève de pointe en recherche et en innovation nordique. Le Québec se dote ainsi d'une infrastructure de recherche et de transfert des connaissances qui est conséquente avec nos ambitions nordiques. Le Québec est un peuple nordique, une nation nordique, et nous assumons cette part de notre identité. Le Nord, formidable objet de la recherche, requiert une collaboration interinstitutionnelle et internationale accrue. Le Québec entend optimiser cet effort de recherche et échanger avec les pays participants au grand programme de recherche nordique. Déjà, une collaboration franco-québécoise analysera les effets du climat sur les écosystèmes et géosystèmes océaniques, terrestres, arctiques et subarctiques. Nous avons la volonté politique ferme d'œuvrer au progrès technique, scientifique, économique, social et culturel du Nord. Le président Grimson affirmait récemment que le succès du développement de l'Arctique doit être fondé davantage sur la science et sur la connaissance, encore plus que pour bien d'autres questions internationales. Le Québec est fier d'annoncer, comme on l'a entendu déjà ce matin, qu'il organisera au printemps 2016 un forum satellite de l'Arctic Circle avec des échanges scientifiques et bien sûr le partage d'expertise à partir du modèle du plan Nord, avec probablement un accent particulier, même si l'agenda reste à préciser, sur la question des infrastructures. Cette conférence que nous ouvrons aujourd'hui s'inscrit dans un contexte géopolitique, environnemental, économique, social et international où les changements sont déjà très rapides. Tous les gouvernements peuvent agir. Le Québec assume un leadership fort au Canada et participe aux efforts mondiaux pour préserver le Nord. Car préserver le Nord, c'est préserver notre planète. Nous sommes à la veille de points de bascule, mais nous avons la capacité de réagir à ce défi parce que nous en constatons désormais l'ampleur. Nous faisons partie d'une vaste communauté nordique qui ne fait que commencer à se concerter. Le recul de la banquise, la biodiversité en péril, le Nord, sentinelle du climat, nous interpellent tous. Ce n'est pas la première fois que le climat se réchauffe sous nos latitudes, sauf qu'il le fait des centaines de fois plus vite qu'à d'autres époques. Il est donc impératif de conjuguer nos efforts. La communauté internationale se donne rendez-vous à Paris. Nous voulons tous et toutes un accord ambitieux et universel qui reconnaît et contribue à renforcer la capacité d'action de l'ensemble des acteurs climatiques, dont les États fédérés, les régions et les villes. Je souhaite à toutes et à tous une conférence stimulante qui donne lieu à de multiples et fructueuses collaborations. Et je vous remercie de votre attention. Merci.